Bien. D'abord, merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour ces Journées du patrimoine. Donc, en fait, comme je disais tout à l'heure, vous êtes les premiers à entendre cette conférence. Vous êtes vous-même pionniers aussi, les premiers spectateurs. C'est quelque chose qui est entièrement nouveau et qui nous permet nous-mêmes d'ailleurs de nous plonger dans notre patrimoine. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, on va parler aujourd'hui de Paul Schussenberger, en particulier parce que nous avons reçu, le Fonds SPCI a reçu ce tableau cette année, au début de l'année 2025. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau et ça nous encourage à nous interroger justement sur ce personnage. Vous allez comprendre pourquoi. Je fais des remerciements des personnes qui nous ont aidés à organiser cette conférence. Donc, Emmanuel Faure, qui est à l'étage supérieur, qui représente la Marie Curie, Olivier Fromont, Catherine Coelis, Hélène Bassin et Guillaume Duret, la famille Schussenberger, en particulier Philippe Schussenberger, qui a fait le don de ce tableau, et puis bien évidemment l'école, l'espace des sciences Pagégène et le fonds SPCI. Je passe là-dessus puisqu'on reviendra à la fin. Moi, je suis Sylvain Gillat, je suis président de l'association des anciens élèves de l'ESPCI. Donc, l'ESPCI est une école d'ingénieurs. Et l'association des anciens élèves a été créée par la première promotion le 31 octobre 1885. Donc, on va célébrer les 140 ans de notre association. Si vous avez des questions, voilà mon adresse email, n'hésitez pas à me contacter. On organise des événements, certains qui sont des événements de patrimoine et de mémoire. Hein, mais par exemple, ici, on va parler de Léon Schussenberger en octobre ou en novembre, qui est le fils de Paul. On en reparlera tout à l'heure. Vous pouvez accéder à nos événements à travers notre Linktree dont j'ai mis l'adresse ici aussi. Alors, pourquoi on parle de Paul Schussenberger aujourd'hui dans le cadre de ces journées du patrimoine? Il y a 4 raisons. La première, c'est ce don. Que le fonds spécial a reçu, obligé à nous plonger un petit peu là-dedans. La deuxième chose, c'est que le médaillon de Paul Schussenberger, qui se trouve sur la façade ouest, du côté de la rue Rateau, est-ce que vous êtes du quartier peut-être? Oui, voilà, du côté de la rue Rateau, il y a la façade, oui. Voilà. Et ce médaillon va être conservé, la façade va être conservée, ça va être le lien entre les anciens bâtiments et les nouveaux bâtiments, on va revenir là-dessus. Mais en tout cas, cette charnière est importante. La troisième raison, c'est pour valoriser les contributions de Paul Schussenberger, parce que les bâtiments ayant été détruits, l'amphithéâtre Paul Schussenberger a disparu aujourd'hui. Et la question est de savoir comment, dans les nouveaux bâtiments, ces hommages vont être reconduits. En particulier, va-t-il y avoir un nouvel amphithéâtre Paul Schussenberger dans les nouveaux bâtiments? Et donc, la question qu'on se pose, c'est pourquoi? Pourquoi on s'intéresse à ces contributions? Et puis, Paul Schussenberger est l'un de ces personnages de l'école. Je parle de l'effet Pierre Curie parce que Pierre Curie est vraiment emblématique de cela. Mais on peut penser à Frédéric Joliot, c'est-à-dire que ce sont des scientifiques hommes qui ont soutenu de manière totalement précurseur les scientifiques femmes de leur époque. Pierre Curie a refusé d'avoir le prix Nobel si Marie Curie ne l'avait pas avec lui. Hein. Donc c'est une démarche différente d'autres prix Nobel dont on connaît aujourd'hui. Mais voilà, ces exemples sont à valoriser et je vais expliquer pourquoi Paul Schussenberger s'inscrit justement dans cette lignée d'effets Pierre Curie. Alors, Paul Schussenberger, en fait, Marie Curie en parlait elle-même dans son manuscrit de thèse en 1903. Vous voyez qu'elle remercie l'autorisation de Schussenberger, puisque c'est lui qui l'a autorisé à venir travailler à l'ESPCI. Je tiens à exprimer ici toute ma reconnaissance pour l'hospitalité bienveillante que j'ai reçue dans cette école. Et ça, c'est écrit en 1903. Paul Schussenberger décède en 1897, hein, donc 6 ans plus tôt. Quand elle écrit ça, elle ne le fait pas pour faire plaisir à Schussenberger, c'est véritablement parce que c'est un véritable hommage de sa part. Donc, ce don de tableau, en début de cette année, a été fait par Philippe Schussenberger, qui est le petit-fils du petit-fils de Paul. Voilà le tableau avant restauration. Il a été restauré par le fonds SPCI. Et voilà, donc ça c'était en juillet dernier, la présentation du tableau avec la famille Schussenberger, en particulier donc Philippe Schussenberger ici et Hélène Schussenberger qui se trouve là aussi.
Et juste pour vous situer peut-être, voilà, donc Philippe Schussenberger par rapport à Paul et Hélène par rapport à Paul, qui nous ont donné beaucoup d'informations sur Paul Schussenberger. Et ce tableau a été donné en hommage à deux personnages, Marcel Paul et Maher. Et en particulier, Marcel Paul était un mathématicien éminent, membre de l'Académie des sciences. Il y a un théorème Chomsky-Schussenberger aujourd'hui, très, très important. Donc en hommage à ces personnages. Et donc le peintre Henri Martin, qui était Henri Martin et quel était son style. Donc voilà une photo d'Henri Martin en 1882, qui est probablement autour des années où il a peint ce tableau. D'ailleurs, je vais le décrire un petit peu plus ce tableau, mais voilà. Donc là, Henri Martin, il a 22 ans. Ça, c'est un autoportrait d'Henri Martin en 1883 en Saint-Jean-Baptiste. Et puis, vous avez une représentation d'un autoportrait qui est dans la collection du musée d'Orsay, aujourd'hui au musée de Cahors, de Henri Martin. Et quand on regarde ce tableau et les descriptions de l'esthétique d'Henri Martin, on retrouve effectivement des choses qu'on peut lire. Hein. Vous voyez le pointillisme. On voit bien, alors ça, c'est un agrandissement du visage de Schussenberger sur ce tableau. Donc on voit le côté pointilliste, on voit aussi des touches courtes, séparées et parallèles. Hein. On voit ça ici dans la moustache, mais on voit aussi dans le front et des choses comme ça. Et puis il y a un autre aspect, c'est la poésie mystérieuse des attitudes. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté mystérieux de ce tableau, de savoir qu'est-ce qu'il a voulu représenter. On voit aussi la sérénité et une notion d'apaisement, et puis toujours ce pointillisme aux touches élargies. Alors, ce tableau, en fait, en le regardant, et je peux vous dire, c'est quelque chose de totalement récent, hein, j'ai réalisé ça hier. En fait, Paul Schussenberger était prof au Collège de France, et moi j'ai fait ma thèse au Collège de France. Et en fait, quand je regarde ce tableau, alors je l'ai beaucoup regardé en regardant le personnage, mais vous avez ici la paillasse, hein, vous avez cette paillasse ici, vous avez une barre ici, vous avez des placards derrière. En fait, je connais très bien ça parce que j'ai fait ma thèse sur ces paillasses-là. En fait, ces paillasses, c'était ce qu'on appelle de la lave de Clermont-Ferrand, c'est-à-dire qui est de lave qui vient du Puy-de-Dôme et qui est polie et qui est très résistante aux produits chimiques, qui était plate. Alors, parce que si vous mettez du carrelage, hein, vous avez la jonction entre les carrelages et vous pouvez poser votre pilulier, pof, ça se renverse. Voilà. Donc le fait que ce soit plat, c'était vraiment important, le fait que résistant. Voilà. Donc en fait, moi, ça me parle énormément puisque j'ai fait ma thèse au Collège de France sur ce type de pagaille. En particulier, je reconnais très très bien cette barre métallique ici et puis la position voilà. Donc en fait, tout à fait proche de nous aujourd'hui, Paul Schussenberger dans ce tableau peint par Henri Martin qui est représentatif de l'esthétique et du style de Henri Martin. Henri Martin, il a peint on trouve des œuvres d'Henri Martin à la mairie du 6e, par exemple, au Conseil d'État aussi, à la mairie du 10e. Donc c'est assez répandu à Paris et aussi du côté de Toulouse, puisqu'il est né à Toulouse, Cahors, il y a un musée Henri Martin à Cahors. Voilà. Alors, ça, c'est une représentation, et c'est la première, en fait, c'est même la seule peinture de Paul Schussenberger que l'on a dans les collections à l'Euspécie, mais même ailleurs qu'on connaît aujourd'hui. Mais il y a d'autres représentations, et en fait, de recevoir ce tableau nous a permis en fait de passer un petit peu en revue les représentations de ce personnage, et la diversité de ces représentations montre l'envergure et l'aura qu'avait ce personnage à l'époque. Voilà une autre représentation d'un autre artiste extrêmement réputé. Donc ça, c'est un médaillon de Paul Schussenberger, pardon, excusez-moi, je passe sur... un médaillon de Paul qui était sur sa tombe, qui se trouve au cimetière du Montparnasse. Et ce médaillon, comme vous voyez ici, alors il date de 1890, c'est-à-dire une année après le décès de Paul, bien sûr, puisque c'est sur sa tombe, et il est signé Bartholdi. Bartholdi, c'est le sculpteur de la Statue de la Liberté et du Lion de Belfort. Donc, bien évidemment, un artiste extrêmement réputé. Et il avait fait ce médaillon pour Paul. Et en fait, la famille Bartholdi, ou plutôt Frédéric Auguste Bartholdi, était un ami de Paul Schussenberger, à tel point que
la famille Schussenberger, Hélène Schussenberger en particulier, nous a transmis l'acte de mariage de Léon, le fils de Paul, qui est le fondateur de notre association, ingénieur de la première promotion. Et dans cet acte de mariage, d'abord, ce qu'on voit, c'est que, vous voyez, Claude Bernard, 53, ils habitaient au bout de la rue. Hein. Si vous êtes du quartier, de la rue Vauclin, dans la rue Claude Bernard, et au numéro 53 habitait Paul et son fils Léon, puisque c'est l'adresse enregistrée sur l'acte de mariage de Léon Schussenberger de 1887. Donc à l'époque de la peinture de la date de cette peinture. Et puis dans cet acte de mariage, il y a les témoins du mariage de Léon, les témoins du mariage du fils de Paul. Et dans les témoins, vous voyez qu'il y a Frédéric Auguste Bartholdi. Donc Bartholdi, qui a fait ce médaillon en 1898, en fait, en 1887, était témoin du mariage du fils de Paul. 1887, c'est un an après l'inauguration de la Statue de la Liberté. Le personnage avait vraiment beaucoup d'envergure. Mais ce que vous avez aussi comme témoin du mariage du fils de Paul, c'est Jules Grévy, président de la République française au palais de l'Élysée, parce qu'il donne aussi l'adresse. Voilà, donc parmi les témoins du mariage de Paul, du fils de Paul, bien évidemment invité par Paul Schussenberger, il y avait le président de la République. Voilà. Et puis il y avait aussi Eugène Poubelle, préfet de la Seine, qui a donné son nom à la poubelle. Voilà. Donc c'est là où la petite histoire de l'Hospécie rejoint la grande histoire de, je ne sais pas, de la France ou du monde, mais en tout cas, il y avait ces trois personnages, Eugène Poubelle, Frédéric Auguste Bartholdi et Jules Grévy, qui étaient témoins du mariage du fils de Paul Schussenberger, qui habitait au bout de la rue. Et ce fils, qui est important pour nous, parce que ingénieur de la première promotion, c'est lui qui, en 1885, a fondé l'association des anciens amis. Vous voyez, ici, vous avez la signature de Bartholdi, vous avez celle de Jules Grévy ici. Voilà. Et alors, il y a une petite histoire sur cette représentation du médaillon de Schussenberger par Bartholdi. Donc la tombe se trouve au Montparnasse, pas très loin d'ici. Les deux fondateurs de l'école, Charles Lelautre et Paul Schussenberger, sont inhumés au Montparnasse. Et juste à côté, en fait, moi j'ai découvert en 2011 la sépulture de Paul Schussenberger complètement par hasard, parce qu'elle est juste à côté de celle de Jean-Pierre Rampal. Je suis flûtiste et Rampal est inhumé. Je vois qu'il y a peut-être des flûtistes aussi dans la salle. Voilà. Et en fait, la tombe de Jean-Pierre Rampal, c'est juste le petit carré noir juste à côté. Et en fait, j'avais été voir la tombe de Rampal et je suis tombé par hasard, complètement, mais nez à nez, avec cette sépulture de Paul Schussenberger. Donc, cette photo, ce n'est pas moi qui l'ai prise. Vous verrez la photo que j'ai prise en 2011. Ça, c'est une photo qui date de 2006. Vous avez donc le médaillon. Vous voyez que la tombe est fleurie. Et vous avez la tour de Montparnasse derrière qu'on ne peut pas rater, hélas. Vous avez la signature et une autre vue de ce médaillon, de cette représentation. Donc ça, c'était une photo de 2006 prise par la famille. Et ça, c'est la photo que j'ai prise le 6 août 2011 quand je suis tombé par hasard sur cette sépulture. Et la chose qui m'a tout de suite frappé, c'est que la tombe est fleurie. Ça veut dire qu'il y a une famille qui en prend soin, ça veut dire qu'il y a des descendants. Et c'est comme ça qu'on a remonté, qu'on a eu l'acte de mariage, qu'on a appris toutes ces choses. C'est juste simplement... Et le côté... Alors, c'est pas de la morbidité, c'est qu'en fait, la côté nécrologie et nécropole est important pour le spécimen, parce que Pierre et Marie Curie sont au Panthéon, et Paul Langevin est au Panthéon, qui sont des nécropoles aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a cet intérêt aussi. Et puis, ce que vous voyez, malheureusement, c'est que le médaillon a disparu. Et que le médaillon a disparu entre 2006 et 2011. Et en cherchant un petit peu sur Internet, on trouve des choses, voilà. Le médaillon a été récupéré par le personnel du cimetière en ma présence, on l'a demandé, ils ne sont pas au courant. Donc il y a un vrai mystère sur ce qu'est devenu ce médaillon. En fait, hélas, ce que je pense, si je remonte à cette photo, voilà. Cette photo a été prise par un photographe américain, taphophile. Taphophile, ça veut dire qu'il aime les cimetières et les tombes. Il l'a publié sur son site internet en 2011 et je pense que certaines personnes l'ont vu, ont vu la signature Bartholdi et sont allés se servir. Et là, on peut se poser des questions parce que ce médaillon, il a traversé les siècles, voilà, et le fait de le mettre en avant sur Internet aujourd'hui fait qu'il a disparu. Il y a une histoire intéressante là-dessus. En tout cas, la bonne nouvelle quand même,
c'est qu'il existe une autre version, c'est pas tout à fait la même, mais c'est une autre version de ce médaillon au musée Bartholdi à Colmar. Bartholdi est né à Colmar, en plâtre. Et donc, une des idées qu'on a, c'est en 2029, donc le bicentenaire de la naissance de Paul Justin-Berger, de refaire ce médaillon et de le alors, on l'accrochera bien. Voilà. Mais voilà un des projets que l'on a d'hommage à Paul Schützenberger, mais en tout cas, cet hommage, cette représentation de Schützenberger par Bartholdi. D'autres représentations plus internes à l'Hospécie, ça, c'est un buste de Schützenberger qui trônait dans la salle du conseil d'administration de l'Hospécie. C'est un buste qui a été sculpté par Georges Urbain, qui est lui-même ingénieur hospécier de la 9e promotion. Et Georges Urbain, on ne va pas rentrer dans les détails sauf s'il y a des questions, mais Georges Urbain a découvert l'élément chimique numéro 71 et lui a donné le nom de lutécium en l'honneur de Paris, Lutèce, Lutetia, Lutécium. Et l'élément 71 sur la planète Terre s'appelle lutécium grâce à Georges Urbain, ingénieur hospécier. Et Georges Urbain était aussi, en plus d'être un grand chimiste, était aussi sculpteur, peintre et compositeur de musique. Et c'est lui qui a sculpté ce buste. Donc, il faut voir que Georges Urbain, quand il a connu, quand il était à l'école, il est rentré en 1895, donc les dernières années de Schützenberger. Et ce buste trônait dans la salle du conseil, qui aujourd'hui a été détruite. Le buste, on l'a conservé, bien sûr. Donc ça, c'est la salle du conseil dans les années, fin des années 2010. Et voilà la salle du conseil en 1933. Vous voyez que ce buste de Paul Schützenberger est vraiment resté comme un pilier, c'est le cas de le dire, de la gouvernance de l'école pendant des décennies. Voilà une autre représentation, sculpture en fait, de Paul Schützenberger par Georges Urbain. Donc, on en a une version que je vous laisse regarder, passer. Schützenberger a fui l'Alsace. Oui, je vais revenir sur ce point-là. Ouais, effectivement, j'en ai pas encore parlé, mais Paul Schützenberger est né en Alsace, il est né à Strasbourg. Et il fait partie de cette diaspora alsacienne suite à la perte de l'Alsace et la Lorraine en 1870. Un certain nombre de scientifiques alsaciens sont venus à Paris, dont les deux fondateurs de l'école, Charles Lhôte, et même les trois premiers directeurs de l'école, Ballaert aussi, mais en tout cas Paul Schützenberger. Et cette diaspora de scientifiques alsaciens fait miroir un petit peu à la diaspora des scientifiques allemands face au nazisme dans les années 1930 qui ont émigré aux États-Unis et qui ont contribué à la supériorité des Américains pendant la Deuxième et après la Deuxième Guerre mondiale. Ça a été un peu la même chose pour cette diaspora alsacienne qui est venue à Paris et qui a irrigué, créé des écoles, et en particulier l'Hospécie, mais aussi Chimie Paris, par exemple. Donc vraiment avec une grande effervescence suite à cette diaspora. Voilà. Donc effectivement, mais je peut-être en tout cas, voilà, vous avez cette médaille signée Georges Urbain qui représente Paul Schützenberger, dont on a une bonne idée aujourd'hui. On a d'autres représentations qui sont soit des héliogravures comme celle-ci, soit des photos. Et en particulier, on a la grande chance d'avoir la photo de la toute première promotion d'ingénieur ESPC. Cette photo a été prise en 1885, à 100 mètres d'ici, vraiment ici. Cette photo, il faut aussi imaginer qu'à l'époque, ça prenait quelques secondes pour prendre la photo. Ce n'était pas comme aujourd'hui, non, les gens y posent. Les expressions qu'on voit sur cette photo sont des expressions qui sont pensées, qui sont préméditées, si je veux dire. On a une grande camaraderie. Vous voyez, ici vous avez une main, ici vous avez une main ici, vous avez voilà, des épaules, vous voyez, ici, une pose d'épaule. Donc, mais on a surtout aussi, voilà, Paul Schützenberger, premier directeur. Donc, je vous dis, octobre 82, on est dans les premières semaines, il est en train de créer, de fonder cette école, de la faire émerger, d'imaginer, etc. Donc, c'est vraiment au cœur. Il a 53 ans sur cette photo. Et donc, ces ingénieurs vont créer notre association d'anciens élèves. Donc là, je vous ai parlé des représentations artistiques de Paul Schützenberger, dont l'éventail et la diversité montrent que c'est un personnage d'envergure, mais on a aussi
le médaillon de chute sans verger sur la façade ouest, du côté de la rue Rateau, de l'école. Et le SPCI, comme vous le savez peut-être, est dans un grand processus de démolition-reconstruction qui a commencé en janvier 2019, qui se terminera en 2028. Un projet à 237 millions d'euros, 200 millions d'euros de la ville de Paris, 30 millions d'euros de l'État et 7 millions de la région de France. Donc c'est de très très grande envergure hein, comme projet. Et donc les bâtiments sont détruits et reconstruits, mais il va y avoir cette façade qui va être conservée, et sur cette façade, il y a le médaillon de Paul Schuster-Berger qui se trouve ici. Donc ça, c'est une photo qui a été prise en juin dernier, fin juin. Vous avez le médaillon de Paul Schuster-Berger, le premier directeur et fondateur de l'école, Charles Lhôte, deuxième directeur et fondateur de l'école ici, et Albin Allaire, le troisième directeur de l'école qui a présidé aux destinées de l'école pendant la Première Guerre mondiale en particulier et qui a ouvert l'école aux femmes en 1917. Voilà cette façade. Et cette photo, elle est assez impressionnante parce qu'elle vous montre vraiment que c'est ça qui va être conservé, mais il n'y aura que ça. En fait, pour nous, les anciens élèves, hein, l'école change de visage. Donc, c'est ça notre lien. On a connu ça et ça sera conservé, mais ce sera le vestige de ce qu'on a connu. Et sur cette façade, il y a le médaillon de Paul Schuster-Berger. Voilà le nouveau bâtiment aujourd'hui. Il va y avoir la connexion qui va être faite dans les années et les mois qui vont venir. Voilà une autre vue qui vous donne l'ampleur aussi du chantier. Et puis, vous avez cette vue qui vous donne, alors, si vous connaissez ici, c'est la mosaïque avec le nom de l'école, la grande mosaïque avec le nom de l'école. Vous avez la façade donc, sur la rue Rateau avec le médaillon de Schuster-Berger, le médaillon de l'Hôte et le médaillon d'Albin Allaire. Mais au-dessus, il y avait des bâtiments qui ont été détruits depuis. Voilà la vue avant la destruction. Vous voyez les trois médaillons ici, la grande mosaïque, et vous voyez que tous ces bâtiments ici et ceux ici ont été détruits depuis. Et pour vous donner une image, un petit peu de perspective dans le temps de l'évolution de l'architecture de l'école, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est les journées du patrimoine, mais avec un petit focus architecture. Vous avez ici l'école en 1930. Vous retrouvez la mosaïque, les trois médaillons, enfin, on ne voit pas le troisième, mais il est là, mais voilà, le médaillon. Je ne sais pas si vous habitez dans le quartier, donc il y a la rue Vauclin, la rue Rateau qui est ici. Et nous, on est dans ce bâtiment, on est juste là. Voilà à quoi ça ressemblait en 1930. A été ensuite construit, hein, c'est ce qu'on appelle la surélévation à la fin des années 90. Mais surtout en octobre 2023, ça date de cette photo, vous avez le bâtiment cœur, le bâtiment de recherche qui a été construit. Et vous allez avoir la connexion avec l'ensemble par la suite. Mais le point important, c'est que c'est cette façade ici qui va être conservée et celle qui porte le médaillon de Schuster-Berger. Voilà à quoi cela va ressembler en 2028. L'entrée de l'école va être sous la grande mosaïque, donc sur la place Alfred Kasser. La rue Rateau est ici, les trois médaillons sont ici. Et vous avez d'autres médaillons dont on va parler très rapidement. Mais voilà à quoi ça devrait ressembler. Et donc aujourd'hui, hein, c'est cette partie là-bas qui est construite et qui est en train d'être complétée. Voilà l'entrée de la place Alfred Kassler, la grande mosaïque, et ici les trois médaillons dont on parle. Voilà. Donc ces trois médaillons, Schuster-Berger, premier directeur, Scheuer-Lelot, deuxième directeur et fondateur, Allaire, troisième directeur, ça c'est sur la façade ouest, rue Rateau, et sur la façade nord, rue Pierre-Brossolette, vous avez aussi trois médaillons, Ampère pour la physique, Lavoisier pour la chimie, et Curie pour la physique et chimie. Ces médaillons, ils datent de 1930. Aujourd'hui, si on faisait la même chose, on ne mettrait pas Pierre Curie seulement, on mettrait Pierre et Marie Curie, les deux, bien évidemment, de manière tout à fait légitime. On va reparler de ce point-là après. Mais en tout cas, voilà. Et c'est cette façade, je ne vais pas mentionner, mais est-ce que je peux vous montrer voilà. Cette façade, ici, vous avez aussi des mosaïques. Il y en a aussi un petit peu au-dessus, mais elles sont cachées par la barre. Et ces mosaïques sont des mosaïques pédagogiques. Voilà. Il y en a 15. Il y en a 15. Vous avez ici l'ionisation, l'optique, la cristallisation, le bras de levier, l'électromagnétisme, etc.
Et si ça vous intéresse, j'ai recopié l'adresse ici. Vous avez l'adresse ici. Guillaume Duret, qui est ingénieur de l'école, qui est sorti de l'école il y a une dizaine d'années, a fait un très beau travail d'explication sur ce site, sur son site, de à quoi correspondent ces mosaïques, qu'est-ce qu'elles veulent dire. Donc aujourd'hui, voilà, Journée du patrimoine avec un focus architectural. Il y a une vraie richesse architecturale de ces façades qui vont être conservées, qui portent le médaillon de Paul Schuetz-Hommerger. Voilà une autre vue de ce médaillon, et qui vont faire le lien avec, entre le passé et le futur. La troisième raison pour laquelle on évoque Schuetz-Hommerger aujourd'hui, c'est que pour valoriser ses contributions. Merci. Il y avait un amphi Schuetz-Hommerger dans les bâtiments qui ont été détruits. Hein. Nous, on a connu l'amphi Schuetz-Hommerger. Alors, je vous montre aussi ça, c'est pour donner un petit peu une idée de la vétusté des locaux de l'époque. Hein. Enfin, l'époque, c'était il y a 10 ans, mais il y avait une bonne raison. L'amphi Schuetz-Hommerger à l'intérieur qui est rénové. Et en fait, la question qui se pose, c'est pourquoi on a donné le nom de Paul Schuetz-Hommerger à un amphi. Qu'est-ce qui justifiait et qu'est-ce qui justifierait qu'on fasse la même chose dans les futurs bâtiments, puisque la question de l'hommage qui va être donné à des personnalités de l'école dans les nouveaux bâtiments se pose. Hein. 2028, c'est la fin des travaux. Et l'une des raisons, la raison principale, c'est le fait qu'il a posé les principes pédagogiques de l'école, et en particulier le fait qu'entre la science et l'industrie, il n'y a pas de barrière. On va peut-être passer rapidement dessus, mais c'est vraiment ça qu'il a fait, c'est de souligner. Alors, ça, c'est peut-être moins. Voilà. C'est un fondateur clairvoyant, pas de barrière avec l'industrie, entre les problématiques industrielles et la recherche qui est faite et la formation d'ingénieurs de l'ESPC. Donc, dans les contributions de Paul Schuetz-Hommerger, il y en a 3. Il y a le fait que c'était un fondateur clairvoyant. Voilà d'ailleurs une représentation de Paul par son fils, Léon Schuetz-Hommerger, c'est une léogravure. Mais aussi, c'était un chimiste pionnier. Ça a été le premier à synthétiser une fibre soluble dans l'eau, l'acétate de cellulose. Le cellulose, c'est le coton. Vous mettez du coton dans l'eau, c'est pas soluble. Mais vous rajoutez des groupements acétates, qui sont des groupements polaires, hein, comme l'acide acétique, hein, mais, avec un traitement basique. Et donc, vous accrochez ça au coton, et comme c'est polaire, eh ben, ça va devenir soluble dans l'eau. Une fois que vous avez cette fibre qui est soluble dans l'eau, vous allez pouvoir faire une encre, de la peinture, vous allez pouvoir mettre en forme, faire des moulages, etc. Vous avez la possibilité de manipuler votre matériau beaucoup mieux. Et d'ailleurs, pour vous donner un exemple, pendant la Première Guerre mondiale, les ailes des avions, qui étaient des ailes en tissu, étaient enduites d'acétate de cellulose un peu modifiée parce que justement, elles n'étaient plus solubles dans l'eau, mais ça permettait d'enduire sur des grandes surfaces, hein, et de les rendre en fait imperméables. Parce que quand vous allez en avion et que vous prenez la pluie et que c'est du tissu, le poids de l'avion devient plus élevé. donc, c'est important de la rendre imperméable. L'acétate de cellulose a été très important pour ça. Mais un autre usage actuel de l'acétate de cellulose, ce sont les montures de lunettes. Donc, je vois que vous avez des lunettes en plastique et c'est très probablement de l'acétate de cellulose. Donc, vous ne le saviez pas, mais vous aviez du Paul Schuetz-Hommerger sur le nez. Voilà. Donc, un chimiste pionnier, hein, quand il découvre ça, il a 36 ans, on a l'habitude de le voir un peu âgé, mais en fait, il est jeune, il est vraiment pionnier. Et puis, c'est un directeur éclairé, c'est-à-dire que même un fondateur éclairé, mais il va recruter Pierre Curie dès la fondation de l'école en 1882. Voilà. Et on va revenir sur ce point-là, mais on a l'habitude de voir Pierre Curie comme un personnage un peu vieux, hein, gris. Alors, vous avez la possibilité à l'étage au-dessus de refaire la manip Curie que l'on voit ici, hein, avec Pierre et Marie Curie, mais en fait, en 1882, quand Paul Schuetz-Hommerger recrute Pierre Curie comme enseignant de physique, Pierre Curie a 23 ans. Donc, il est jeune, 23 ans. Et en fait, il a déjà découvert la piézoélectricité, qui est le matériau qui transforme un signal mécanique en un signal électrique, qui est utilisé dans
nos smartphones, hein, quand vous changez l'orientation du smartphone, le signal mécanique diffère, puisque la gravité va avoir un effet différent à 90 degrés. D'accord? Et donc, vous avez un cristal piézoélectrique qui va sentir que la force qu'il reçoit a changé d'orientation, et donc il change l'orientation de son signal électrique, c'est un cristal piézoélectrique, et ça, c'est détecté par le téléphone qui dit « Ah, il a changé l'orientation du téléphone, donc il faut changer l'orientation de l'affichage. » Donc, on a tous du Pierre Curie aussi dans notre téléphone portable. Mais le point important, c'est que Paul Schussberger a cette décision visionnaire de recruter Pierre Curie en 1882, alors que c'est quelqu'un de très jeune. Et Pierre Curie lui-même exprimera cette reconnaissance. Alors ça, c'est un extrait d'un livre que Marie Curie a écrit en 1924 sur Pierre Curie. Pierre Curie est décédé en 1906 d'un accident de voiture, et Marie Curie, en 1924, écrit, enfin, ou rapporte les paroles de Pierre Curie. Et donc, ils parlent tous les deux, validés bien sûr par les deux, par le directeur fondateur de l'école Schützenberger, l'estime, la sympathie, voilà. Voilà ce que Pierre Curie disait à ce sujet à la fin d'une conférence faite à la Sorbonne dans les dernières années de sa vie. C'est Pierre Curie qui parle. Je désire rappeler ici que nous avons fait toutes nos recherches à l'école de physique et de chimie de la ville de Paris. Dans toute production scientifique, l'influence du milieu dans lequel on travaille a une importance très grande, et une partie des résultats est due à cette influence. Vous savez que le SPCI est associé à un certain nombre de prix Nobel, 5, 6 ou 7, ça dépend comment on compte, Marie Curie, 1 ou 2, etc. Mais le point important, c'est que tous les prix Nobel, tous les lauréats du prix Nobel étaient à l'école, à l'ESPCI, au moins 10 ans avant d'avoir leur prix Nobel. Donc l'école leur a offert un environnement qui leur a permis justement d'éclore, d'émerger, de faire voilà, un milieu qui leur a permis de faire leurs recherches qui ont mené au prix Nobel. Donc ça, c'est un premier point important. Depuis plus de 20 ans, je travaille à l'école de physique et chimie Schützenberger. Le premier directeur de l'école était un homme de science éminent, je me rappelle avec reconnaissance, qui m'a procuré des moyens de travail alors que j'étais préparateur. En fait, ce qu'il veut dire ici, c'est que Pierre Curie était recruté comme enseignant. Et il voulait aussi faire de la recherche, ce qui n'était pas l'objet de l'école. L'école n'a pas été créée pour faire de la recherche, même si les prix Nobel de Pierre et Marie Curie ont mis l'école sur cette voie-là et ont montré tout le bien que pouvait apporter la recherche à l'école. Mais au départ, c'était une école pour former des ingénieurs. Et donc, Pierre Curie a obtenu de Schützenberger qu'en plus d'être enseignant, il ait un laboratoire de recherche, ce qui n'était pas du tout évident. Mais ce qu'il dit ensuite, c'est il a permis, donc Schützenberger a permis à Madame Curie de venir travailler près de moi, et cette autorisation à l'époque à laquelle elle était donnée était une innovation peu ordinaire. Et en fait, c'est ça qui est qui est totalement extraordinaire, c'est que en 1894, il faut imaginer cette discussion entre Pierre Curie et Paul Schützenberger. Pierre Curie va voir Paul Schützenberger et lui dit « Je voudrais accueillir dans mon laboratoire une femme dans un environnement totalement masculin, hein, avec des élèves ingénieurs qui ont entre 16 et 21 ans, hein, une femme polonaise, et même pas française, et avec qui je vais me marier. » Donc, Paul Schützenberger, en 1894, il dit oui. Il dit oui en 1894. Les portes de l'Académie, donc il ouvre les portes de l'ESPCI à Marie Curie. En 1894, les portes de l'Académie des sciences sont restées fermées à Marie Curie jusqu'à sa mort en 1934, alors même qu'elle avait 2 prix Nobel. Et les portes de l'Académie des sciences sont restées fermées à Irène Joliot-Curie, sa fille, qui elle-même aussi avait un prix Nobel. Jusqu'à sa mort en 1956, Irène Joliot-Curie faisait candidature à chaque fois qu'un siège se libérait à l'Académie des sciences. Elle n'a jamais été élue. La première femme à l'Académie des sciences, c'est 1979. Vous imaginez que Paul Schützenberger, en 1894, il a dit oui. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez tout à fait extraordinaire. Et c'est ce que dit Pierre Curie, était une innovation peu ordinaire. Schützenberger nous laissait à tous une grande liberté. Les professeurs de l'école de physique et de chimie, les élèves qui en sortent, constituent un milieu bien c'est parmi les anciens élèves de l'école que nous avons trouvé nos collaborateurs et nos amis. Voilà. Donc, pour nous, anciens élèves, c'est valorisant. Voilà. Et donc, je vous montre la photo de mariage de Pierre et Marie Curie.
plus simple. Donc il y a 130 ans. Et est-ce que vous remarquez quelque chose? Je vais vous aider un petit peu en vous donnant deux autres photos de couples mythiques. Voilà. Voilà. Oui. Pardon, excusez-moi. Mais le truc comme ça, c'est. Oui, parce que vous voyez ici, c'est Marie qui donne le bras à Gérard Miller. Ici, c'est Beyoncé qui donne le bras à Jay-Z. Mais là, c'est Pierre Curie qui donne le bras à Marie. C'est une photo de mariage, hein. C'est posé, c'est choisi, c'est pas un hasard. On peut comprendre que là, il sortait, voilà, bon, voilà, voilà. Voilà. Mais non, mais là, c'est vraiment choisi, c'est délibéré. Et ce que j'appelle l'effet Curie, l'effet Pierre Curie, c'est le parallèle, on va dire, de l'effet Matilda. Vous connaissez l'effet Matilda, c'est quand des hommes s'approprient le bénéfice et l'auteur, la découverte qui ont en fait ont été faites par des femmes, comme Rosalind Franklin, par exemple, pour l'hélice d'ADN. Et en fait, à l'école, on a Pierre Curie, mais aussi Paul Schlesinger, qui ont eu une démarche inverse de valoriser, d'accepter, d'ouvrir les portes de l'école aux femmes de leur temps. Alors, Marie Curie pour Pierre Curie, mais c'est le cas aussi pour Frédéric Joliot-Curie avec Hélène Joliot-Curie. Donc une démarche extrêmement valorisante et vous savez que Pierre Curie a refusé d'avoir le prix Nobel si le prix Nobel n'était pas attribué aussi à Marie Curie. Donc c'est exactement l'inverse de l'effet Matilda. Donc c'est important de reconnaître cela aujourd'hui. Et puis je terminerai sur un dernier petit point, c'est que l'ESPC est une école de la ville de Paris. Hein. On a été fondé par le Conseil de Paris en 1882 et depuis financé par la ville de Paris. Je vous parlais de la reconstruction de l'école. Hein, je vous ai dit c'est un programme à 237 millions d'euros, 200 millions de la ville de Paris, 30 millions de l'État, 7 millions de la région. Vous voyez que l'engagement de la ville de Paris pour son école est extrêmement fort. Mais dans la ville de Paris, il y a aussi des hommages. Il y a un hommage qui se trouve dans le 15e, pas très loin de la Tour Eiffel. Et on a pas seulement la chance, mais ça montre aussi l'envergure de notre école, c'est que les personnages de l'école ont leur nom inscrit dans le tissu urbain même de la ville, qui a fondé cette école. Donc vous avez la rue Paul Schlesinger ici dans le 15e. Donc ça, c'était le médaillon du milieu. Vous avez la rue Charles-Lotte dans le 18e, c'était le médaillon de gauche. Et la rue Albin Allaire, le médaillon de droite, dans le 13e. Vous avez le métro Pierre-et-Marie Curie sur la ligne 7 à Ivry. Vous avez le square Marie Curie qui a été inauguré le 30 juillet dernier, juste à côté d'Austerlitz. La rue Pierre-et-Marie Curie, bien sûr, dans le 5e. Le square Paul Langevin, qui était directeur de l'école de 1925 à 1946 et diplômé aussi d'école d'ingénieur. Le square Pierre-Gilles-Eugène, directeur de l'école et prix Nobel de physique en 1986, en 91, pardon. Pierre Gilles, directeur de l'école de 1976 à 2002. Et puis vous avez aussi la rue Fernand Vec, qui est un ingénieur de l'école résistant qui aujourd'hui est inhumé dans la chapelle, dans la crypte sous la chapelle de la Sorbonne. Donc on a cette inscription des grands personnages de l'école dans le tissu urbain de la ville. Et puis vous connaissez cette initiative de rue aux écoles, de faire en sorte que les rues qui sont aux abords des écoles deviennent piétonnières. Et ben, c'est le cas de la rue Paul Schlesinger, puisque la voilà en 2008 et la voilà en 2025 vue dans un sens et la voilà vue dans l'autre sens aujourd'hui. Voilà à quoi elle ressemble. Et c'est la fin de ma présentation. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Oui? L'école a été fondée plutôt par des chimistes, à l'air c'est un chimiste. Oui, oui. Alors, effectivement. Et maintenant, c'est plutôt physique, ouais. C'est une bonne question. Mais tout à l'heure, hein, on parlait de l'Alsace. Effectivement, Paul Schlesinger était un Alsacien et un chimiste. Et l'autre fondateur de l'école, Charles Lotte, était aussi alsacien et aussi chimiste. Alors, je vous ai parlé de Paul Schlesinger avec la première fibre synthétique, la stéatocellulose. Charles Lotte, le deuxième fondateur de l'école, le deuxième directeur de l'école, lui, il a inventé des colorants dans les années 1860. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans ces années-là, les colorants étaient extraits du règne végétal et animal. Hein. Vous voulez une couleur marron ou rouge,
Vous prenez du sang d'un animal et vous le séchez. Vous voulez du verre, vous prenez de la chlorophylle et vous la séchez. Alors, bien évidemment, toutes les variations qu'on peut avoir et le peu de fiabilité à la fois sur la couleur, la qualité, etc. Et la démarche de Charles Lautre, c'était de dire, eh ben, on va fabriquer, on va les synthétiser, ces colorants, nous-mêmes, en maîtrisant beaucoup mieux la quantité, la qualité, etc. Et il a découvert, inventé différents colorants, et en particulier un colorant qui s'appelle le violet de l'hôte, qui est utilisé dans les céramiques en particulier. Et ça a été en fait une vraie révolution à l'époque de pouvoir justement faire des colorants un peu à la demande comme ça. Et effectivement, c'est très juste, et ça reste encore un petit peu un mystère de savoir comment cette école qui a été fondée par des chimistes et des chimistes organiciens. Les chimistes organiciens, c'est des chimistes purs et durs. Je suis chimiste organicien, je sais de quoi je parle. La physique est assez loin, même si, bon, par exemple, je dis même si parce que les colorants, ce qui est intéressant dans les colorants, c'est leur propriété physique, leur couleur. Donc on voit déjà la connexion avec la physique. Mais de passer de la chimie à la physique, comme les fondateurs de l'école l'ont fait en 1882, c'est extraordinaire. Ils ont vraiment eu une clairvoyance. Alors, il y a eu en 1881 une exposition où la lampe à Edison a été présentée, donc il y avait quand même des prémices, mais une très grande clairvoyance de leur part d'associer la physique et la chimie. Et en 1994, Piaget va ajouter la biologie. Donc, effectivement, en termes de fondation, et ce point très important de principe pédagogique de l'école, d'associer ces disciplines et de pouvoir passer de l'une à l'autre et d'utiliser des analogies, d'utiliser des techniques, de faire passer une technique de l'une à l'autre qui permet de faire quelque chose que personne n'a fait auparavant, et donc vous innovez, vous inventez, vous avez des idées nouvelles. Donc ça, c'est très important. Effectivement, aujourd'hui, probablement parce que l'école est dirigée par des physiciens depuis 50 ans, on a une proportion d'ingénieurs physiciens plus importante que d'ingénieurs chimistes. Aujourd'hui, en troisième année, les élèves ingénieurs ont le choix entre 4 filières: physique, chimie, physico-chimie et biotechnologie. Et les chiffres, c'est qu'il y en a 2 tiers qui choisissent la physique et le tiers se répartit ensuite dans les 3 autres. Donc effectivement, il y a un tropisme assez fort aujourd'hui vers la physique, qui est aussi lié au problème, on va dire, de recrutement qu'il y a eu à une certaine époque de l'industrie pharmaceutique du côté de la chimie. Voilà. Mais c'est tout à fait juste que, bon, après, peut-être que ça changera aussi, en particulier aujourd'hui, avec les problématiques de développement durable, de batterie, d'isolation. On voit bien que la chimie a un rôle à jouer qui est absolument essentiel. Et on pense qu'il y aura peut-être plus de chimistes dans les années à venir. D'autres questions? Et du coup, il y a le choix avec qui d'autre pour les amphis, parce que enfin, je pense que tout le monde aime bien, mais il y a du monde en concurrence, quoi. C'est une bonne question. Alors, Marie Curie et Paul Schuster, ouais. Alors, il n'y avait pas d'amphi Marie Curie. Il n'y avait pas d'amphi Pierre et Marie Curie, et il y aura très probablement un amphi Pierre et Marie Curie. Il y avait un amphi Paul Langevin qui a disparu. Alors, je ne me fais pas de soucis, il y aura quelque chose pour Paul Langevin aussi, vu l'envergure et l'impact qu'il a eu sur l'école. Il y avait un amphi Frédéric Joliot, dans lequel j'ai soutenu ma thèse d'ailleurs, qui lui aussi a disparu. Alors là, je ne me fais pas trop de soucis non plus, parce que Frédéric Joliot-Curie, donc ingénieur de l'ESPECI de la 39e promotion, avait le prix Nobel de chimie avec Irène Joliot-Curie en 1935. Et aujourd'hui, en 2025, Frédéric Joliot-Curie est toujours le plus jeune lauréat du prix Nobel de chimie. Il l'a eu à 35 ans. Quand on accueille les élèves ingénieurs qui ont 20 ans, on leur dit il vous reste 15 ans. Mais il y avait un amphi Paul Schumacher, il y avait un amphi Georges Urbain, qui est le sculpteur qu'on a vu, qui a donné son nom, enfin qui a donné le nom de Paris à un élément chimique. Donc voilà, il y a ces questions-là. Il y avait une salle Champetier qui a été directeur d'école de 69 à 76. Donc là, il y a des vraies questions. Et puis, l'autre chose sur laquelle on sait, parce qu'on a quand même un petit peu réfléchi, en fait, dans les années 2018, 2019, 2020, au moment où les travaux ont commencé, on sait qu'il y a, bon, après, les travaux ont duré, donc, mais en fait, tous ces personnages sont des hommes. Enfin, par Marie Curie et Irène Joliot-Curie, on a cette chance-là. Mais on s'est posé la question de savoir est-ce qu'il n'y avait pas des femmes qu'on pourrait honorer aussi.
Et en fait, oui, il y a une femme en particulier, enfin peut-être deux femmes, je dirais, Simone Seay, qui est une ingénieure de l'école, qui malheureusement n'a pas eu de carrière d'ingénieur parce qu'elle était résistante, elle a été déportée et elle est malheureusement décédée en 1945. Mais elle a eu un rôle de leadership dans les camps, en particulier à Ravensbrück. Et elle a écrit des choses qui sont extrêmement inspirantes, en particulier, je pense, pour les élèves aujourd'hui, quelqu'un qui a 20 ans. Euh, Ça peut être très, très inspirant. Donc, de faire cet hommage peut avoir beaucoup de sens. Et puis, l'autre femme, c'est Alice Rocock, de la 69e promotion, qui est décédée en 2021 et qui a été une pionnière de l'intelligence artificielle. Il y a un livre qui est sorti par Marion Carré il y a quelques temps. On a fait une conférence en avril 2024. Donc, vraiment, qui a entrevu très tôt les développements. En fait, elle a fait le premier ordinateur portable en France. Mais elle a entrevu les développements que ça pouvait avoir en termes d'intelligence artificielle. Et la question se pose aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce projet d'inscrire sur la Tour Eiffel le nom de 72 scientifiques femmes. Aujourd'hui, il y a le nom de 72 scientifiques hommes. Et la ville de Paris a ce projet, enfin c'est plus qu'un projet aujourd'hui, puisque ça va être fait. La liste devra être arrêtée d'ici la fin de l'année, décembre. C'est l'association Femmes et Sciences qui recueille les propositions. Donc, on va proposer justement que Alice Rocock figure parmi ces femmes. Mais c'est une vraie question. Et effectivement, la question de savoir qu'est-ce que signifie de donner le nom de quelqu'un à un amphi. Et oui, aujourd'hui, on parle de Paul Schlesinger, je pense qu'on n'en parlerait pas s'il n'y avait pas eu un amphi ou s'il n'y avait pas eu le médaillon. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle les time capsules, les capsules de temps, les petites graines qu'on plante aujourd'hui et qui vont éclore. Vous avez une question? J'ai vu un portrait de Charpak. Charpak, il était directeur ici. Alors, il a été professeur. Moi, je l'ai eu comme prof, oui. Hein, Charpak. Donc, Charpak est arrivé à l'école en 1980. En fait, il était encore au CERN, mais il était à l'école aussi. Donc, Charpak obtient le prix Nobel en 1992. Et les deux institutions qui sont, le comité Nobel mentionne deux institutions affiliées à Charpak, c'est le CERN et le SPCI. Le comité Nobel est très clair là-dessus. Et il y a eu des questions de savoir est-ce que bon. Ce qu'a fait Charpak, ce que le SPCI a permis à Charpak de faire, c'est quand il est venu en 1980 à l'école, de développer les applications en biologie de tous les travaux qu'il avait fait en physique et en physique fondamentale et physique des particules au CERN. Donc, il n'a pas fait de physique à l'ESPCI, il a fait de la biophysique. Et pour vous donner un exemple très concret, il a développé au CERN des détecteurs de particules. Donc, c'est des détecteurs qui vont détecter des rayonnements, mais extrêmement faibles. Et il utilisait ça pour faire de l'imagerie du corps humain en position verticale, ce qui est bien parce que vous voyez le squelette dans la position dans laquelle il est, mais surtout utilisé pour les enfants. On ne veut pas irradier les enfants fortement parce qu'ils sont en développement et c'est là que vous ne voulez pas changer leur ADN, etc. Donc, la spécificité de ce qu'il a développé au CERN, qui était le fait d'avoir des détecteurs extrêmement sensibles, il l'a utilisé quand il était à l'ESPCI pour faire des instruments d'imagerie du corps humain en utilisant cette spécificité pour une population particulière, la population des enfants, le fait qu'on pouvait les irradier, mais de manière extrêmement faible, parce que les détecteurs étaient extrêmement sensibles. Et cette capacité de passer de la physique à la biologie, qui est une spécificité de l'ESPCI, c'est ça que l'ESPCI lui a offert quand il est venu à l'ESPCI en 1980, et donc prix Nobel en 1992. Et là, on va célébrer les 15 ans de son décès en décembre 2010. Il y aura une petite salle ou... C'est l'amphi Georges Charpak. Ici, vous êtes... voyez, c'est l'amphi Georges Charpak, et puis vous avez une autre plaque aussi derrière. Voilà. Donc, ce bâtiment-là va toujours exister, ça ne sera plus l'école. Donc, la question de savoir effectivement est-ce qu'il y aura un autre hommage à Georges Charpak dans les futurs bâtiments de l'école se pose. Mais en tout cas, cet amphi-là va rester. Je vous en prie. Merci. Oui. C'est qui Beauvau? Parce que au-dessus de l'Antiolbec, il y a Ouais. Beauvau, mais Ça rejoint à la bonne question. J'ai pas... Alors, effectivement, c'est une des choses qui est super intéressante, c'est que quand, en 2018, on a appris que les bâtiments allaient être détruits, c'est là où on s'est posé la question, mais c'est qui Beauvau? Et en fait, je peux vous dire, en 2018, personne ne savait qui était Beauvau. Personne. Et on a cherché.
Et en fait, on a une histoire extraordinaire, c'est que Gabriel Boro était un grand capitaine d'industrie de la première moitié du XXe siècle. Il a été PDG de la Thomson. La Thomson, c'est ce qui a donné lieu à Technicolor et à Thales. Et lui a été PDG pendant 20 ans de la Thomson. Et donc, non seulement ça, mais la nouvelle technologie de l'époque, c'est l'électricité, et il a monté des startups, les piles Mazda, c'est Gabriel Boro. Je ne sais pas si vous connaissez les piles Mazda, je ne sais pas si ça existe encore, mais en tout cas, moi, je connais les piles Mazda. C'était la startup, il a créé une startup qui faisait des piles. Voilà. Mais ce qu'a fait Boro aussi, qui est assez extraordinaire, c'est qu'il était musicien, il faisait du violon, et il a créé deux instruments de musique, un qui s'appelle le violonista et l'autre qui s'appelle le radiotone. Le radiotone, c'est un ancêtre du synthétiseur. Et le violonista, c'est un automate où vous prenez un vrai violon, vous mettez le violon dans le violonista, vous fermez le capot, vous appuyez sur le bouton et ça vous joue du Mozart, du Beethoven, etc. Et en fait, il s'était posé la question comment utiliser l'électricité, qui était la nouvelle technologie de son temps, pour maîtriser et créer de nouveaux sons. Donc, il a eu cette démarche de franchir un peu les barrières entre l'industrie, la physique et puis l'art, où il a créé ces deux instruments de musique dont on a les brevets, on a des images, enfin c'est assez extraordinaire cette. Et voilà, donc c'est ce qu'a fait Gabriel Boro. Il était président de l'Association des anciens élèves de 1944 à 1954. Donc il a eu aussi un impact sur le développement de l'école. C'est un ami de Paul Marget. Il est aujourd'hui inhumé au cimetière de Boulogne. Je le dis parce que quand j'ai été élu président de l'association en 2016, l'une des premières choses que j'ai été amené à faire, c'est d'aller aux obsèques d'une ancienne prof de l'école, Suzanne Potier, qui se déroulait au cimetière de Boulogne. Et sans le savoir, on l'a su après, sans le savoir, en fait, j'étais juste à côté de la sépulture de Gabriel Boro, qui avait été président avant moi. Enfin, et donc voilà, je pense qu'il y a un amphiboro aujourd'hui, c'est surtout pour sa contribution d'un point de vue industriel. En fait, c'est le seul industriel qui est honoré dans l'école.